Lui, c'est au cinéma, mais surtout dans la bande dessinée qu'on a pu suivre ses aventures de 7 à 77 ans, voire plus. C'est bien sûr Tintin, mais qu'est-ce qui se cache derrière le héros à la houppette ? Eh bien, notre invité va tout nous révéler. Bonjour Bob Garcia. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes auteur de romans policiers, aussi de nombreux essais sur la bande dessinée, de passions entre autres, parce que vous en avez beaucoup, que vous déclinez régulièrement en tant que journaliste chroniqueur à la radio ou à la télévision. Mais votre grande spécialité, eh bien, c'est Tintin. Et à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de son créateur, vous publiez aux éditions du Rocher Hergé, Les Ultimes Secrets, une vraie mine d'infos sur l'univers du célèbre reporter, et puis aussi une mise au point sur les opinions de Georges Rémy, son vrai nom, sur des sujets comme la guerre, le racisme, l'antisémitisme ou encore le sexisme. On va mener l'enquête avec vous. Tout doux, Objectif Tintin avec Bob Garcia. C'est parti. Tout doux avec Vincent Bellotti. Descends donc, Cro-Magnon macrocéphale, ectoplasme! Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustieux! Courir, Saïb! Anthropopithèque, vampire, bois-sans-soir! Colocade cannibale! Voilà, une avalanche de jurons qui se termine justement sous la neige. Vous avez reconnu le capitaine Haddock, extrait de Tintin et le Temple du Soleil, adapté ici en dessin animé. Le capitaine Haddock que Tintin rencontre pour la première fois dans Le Crabe aux pinces d'or, publié en 1941. C'est ce que vous rappelez, Bob Garcia, dans votre livre. Mais ce que vous signalez aussi, c'est que le graphisme du personnage apparaît un peu avant dans le journal Le Petit 20e, mais sous quelle forme ? Alors c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire, un trappeur qui effectivement a déjà toutes les caractéristiques physiques du capitaine Haddock, la barbe, machin, il est un peu bourru, un peu... La capacité à lever le coude aussi, peut-être un petit peu aussi, voilà. Alors, c'est sans doute pas la seule source d'inspiration d'Hergé, parce qu'on sait aussi qu'il était très fan de l'acteur allemand Hans Albers, dont il avait vu les films. Oui. Et il y a un film notamment où Hans Albers incarne une espèce de d'ersatz où il préfigure le capitaine Haddock, il lève le coude aussi, il a des insultes, etc. Assez extraordinaire. Mais là, effectivement, en couverture de ce petit 20e, on voit un personnage qui est vraiment déjà Haddock. C'est du moins graphiquement Haddock. La préfiguration du capitaine Haddock. Alors Bob Garcia, on va revenir sur votre livre, Hergé, Les Ultimes Secrets, mais auparavant, on va retourner quelques pages en arrière sur votre propre parcours. Vous êtes né à Casablanca, l'année de la première publication de l'affaire Tournesol dans le journal de Tintin, ce qui était déjà de bon augure. Alors, question incontournable, qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette passion pour le célèbre reporter ? C'est une maladie, figurez-vous. C'est un truc assez bizarre. C'est-à-dire que j'avais de l'asthme. Oui. Non, c'est celle que j'avais avant la tintinophilie, c'est-à-dire l'asthme. Oui. Quand j'étais gosse, j'avais de l'asthme et on savait pas trop comment régler ce problème-là à l'époque. Et mes parents avaient trouvé une solution bien à eux, c'est-à-dire qu'ils me filaient un album de Tintin, toujours le même d'ailleurs. C'était le Sceptre d'Ottokar, si j'ai bonne mémoire. Et je lisais ça. Et pendant que je lisais ça, je m'évadais. Alors j'avais toujours aussi autant de mal à respirer, mais au moins mon esprit s'évader un petit peu, et en même temps j'avais l'impression de pas tout comprendre là-dedans. Je me disais quand même c'est pour les enfants, mais c'est bizarre, il y a des trucs qui m'échappent un peu. Je devais avoir 7 ans, 8 ans, et après devenu adulte, et quand j'ai eu le temps surtout, j'ai commencé à essayer de chercher dans les coulisses comment Hergé avait créé son œuvre, et puis qu'est-ce qu'il essayait de dire aux gens de 7 à 77 ans. Si on regarde bien, il y a plus de monde à partir de 18 ans jusqu'à 77 que de 0 à 7. Donc ça s'adresse un peu aux adultes quand même. Voilà, d'où est née cette passion pour Tintin. Alors des essais sur Tintin, vous en avez publié une bonne douzaine. Qu'est-ce qui vous a conduit à réaliser ce dernier opus ? On savait vraiment pas tout sur Tintin et son univers ? Justement, j'avais fait cette démarche-là de me dire, après Tintin et l'histoire, c'est le tout dernier que j'ai publié aux éditions des Clés de Brouwer, j'arrête, parce que d'abord j'ai autre chose à faire, et comme vous l'avez dit, j'ai d'autres passions et d'autres centres d'intérêt, et je voulais arrêter. Sauf que, au moment où j'ai travaillé sur ce livre-là, où j'avais pratiquement bouclé, j'ai été amené à consulter quelques volumes, quelques magazines du petit 20e, donc c'était là-dedans qu'Hergé prépubliait ses bandes dessinées avant la guerre. Le supplément jeunesse du journal Le 20e. Du journal Le 20e siècle, exactement. Voilà. De 1929 à 1940, jusqu'en avril, je crois, au moment de l'invasion allemande, bien sûr. Après, ça s'est arrêté. Et donc, en compulsant ces quelques numéros-là, je me suis rendu compte qu'il y avait, dans tel numéro, il y avait quelque chose qui me faisait penser à une BD de Tintin, un passage du moins, une autre anecdote ou un fait d'actualité qui me faisait penser qu'Hergé aurait pu éventuellement l'utiliser puis le remettre dans une autre bande dessinée, etc., etc. Et
Et je me suis dit, mais au fait, si c'était pas que des coïncidences ou des visions de mon esprit, mais que si c'était peut-être plus général que ça. Et la seule façon d'en être sûr et de le savoir, c'était de récupérer tous les petits 20e. Et ça n'a pas été une mince affaire, hein, je crois, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient disparu, oui. Ouais. Je vous raconte même pas le périple. Ouais. Alors donc là, je me suis effectivement, je suis passé d'un collectionneur à l'autre, qui avait un petit bout de collection, qui avait ceci, qui me renvoyait vers un collectionneur. Ah oui, ça j'ai eu, mais je l'ai vendu à un tel. Alors il fallait téléphoner à un tel, savoir, etc. Et un tel voulait bien me le donner, mais à condition que je lui donne le reste de la collection que je n'avais pas, etc., etc., etc. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le journal de Tintin, où là je suis tombé sur un seul collectionneur qui avait tout scanné. Ouais. Donc le gars, bénédiction totale. Voilà. Merci beaucoup. Alors vous êtes penché justement sur ce petit 20e, mais aussi sur les rubriques qui faisaient partie de ce magazine, les mots de l'oncle Joe, hein, ce qui se passe, c'était une rubrique d'actualité, il y a des gags, des conseils de lecture, le courrier des lecteurs, donc vous avez tout épluché pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses des aventures de Tintin. Il y a Tintin, mais aussi d'autres héros que Hergé a créés, ça vous le rappelez aussi, hein, Josette et Joko, ainsi que Kik et Flop, qui ont donné aussi un autre éclairage sur la pensée d'Hergé. Alors, qu'est-ce qu'on découvre justement derrière le monde selon Hergé? On va commencer par le tout premier album, un petit indice sonore. Voilà, quelques notes de l'hymne du parti bolchevique issu de la révolution de 1917 qui a mis Lénine et Trotsky au pouvoir en Russie après 3 siècles de tsarisme. Une période et un pays bouleversé où Tintin va être envoyé en reportage pour ses premières aventures. Tintin au pays des soviets, paru en 1929. Est-ce qu'on peut dire vraiment, Bob Garcia, que c'est là où est né Tintin, où il a été créé un peu pour l'occasion ? Il a été créé un tout petit peu avant, en fait, en réalité. Hergé avait dessiné déjà un petit garçon avec un petit chien dans un gag unique. C'était la Noël du petit enfant sage ou quelque chose comme ça. Et Norbert Wallet, qui était son patron à l'époque, l'abbé Norbert Wallet, lui avait dit, mais ce petit personnage-là, il est extra, il faut en faire vraiment une bande dessinée plus longue, le décliner, le faire vivre, peut-être lui donner un âge un petit peu supérieur, etc. Et c'est comme ça qu'Hergé a eu l'idée, un peu grâce à Norbert Wallet, de créer un petit personnage de reporter. Il est pas très vieux, hein, dans la première BD, il doit avoir 16 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, et avec son petit chien. Donc il est né un tout petit peu avant, en fait. Oui. Et Hergé avait déjà dessiné un petit chien aussi dans une autre histoire avec d'autres gamins, mais c'était pas lui qui faisait le scénario. Donc c'était quelque part, c'était un petit peu dans l'air déjà. Il a focalisé ça, Tintin, Milou, et voilà, il a emmené ça au pays des soviets parce que c'était ce que lui demandait Norbert Wallet. Alors voilà, il s'agit donc d'envoyer Tintin au pays des soviets. Alors qu'est-ce qu'il faut montrer dans cet album? J'imagine que c'est pas une ode à la gloire du communisme, hein. On le cite dans la rubrique Autour du monde. Alors le communisme n'était pas vraiment ce que Norbert Wallet préférait, et l'hymne qu'on a entendu tout à l'heure, je suppose que c'était pas sa chanson préférée non plus. Oui. C'était un admirateur, pour tout dire, un admirateur de Mussolini. Il se retourne dans sa tombe, je suis désolé pour lui. Donc c'était un admirateur de Mussolini, il avait un portrait de Mussolini dans son bureau, etc. On voit que c'était pas exactement le fanatisme total pour les soviétiques. Il avait d'ailleurs qu'une idée en tête, c'était de casser, de tuer du soviétique, et il a demandé à Hergé, vous allez envoyer votre petit Tintin là-bas en Union soviétique pour dénoncer les excès de ce régime, l'horreur que ça a pu être. Effectivement, ça a été des millions de morts quand même, hein, qu'on soit pour ou contre ce régime-là. Ouais. Et c'est ce qu'a fait Hergé. Alors, il s'est inspiré d'un ouvrage et puis il a emmené Tintin là-bas pour dénoncer tout ça. Et alors, pour enfoncer le clou, hein, on voit dans la rubrique Autour du monde, publiée en 1930, on s'intéresse au sort de ces pauvres enfants qui n'ont même plus la consolation du repentir car ils ignorent l'existence de Dieu, les soviets défendant qu'on l'on prononce ce nom sacré et détruisant une à une toutes les églises de Russie. Quel triste pays, n'est-ce pas? Et comme vous êtes heureux, chers petits Belges, si choyés et si bien élevés. Voilà, c'est ce qu'on peut trouver à l'époque dans ce petit 20e. Alors, un autre album qui a suivi en 1930, c'est le fameux Tintin au Congo, où Tintin parvient à démanteler un trafic de diamants entre l'Afrique et les États-Unis. Et alors là, les critiques n'ont pas manqué. Hergé colonialiste, raciste, avec un langage petit nègre, des tribus ridiculisées. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que Hergé était vraiment raciste? Si on se borde encore une fois à Hergé égale Tintin, Tintin égale Hergé, c'est un résumé, ça va c'est très court en fait. Hergé a fait beaucoup d'autres choses que ça. Quand on
feuillette le petit 20e, on s'aperçoit qu'il a illustré d'autres histoires, d'autres personnes. Il a écrit le mot de l'oncle Joe, il a illustré des couvertures d'ouvrages sur l'Afrique, etc. Il a donné un nombre de fois incalculable son avis sur justement les Congolais et aussi la façon dont étaient traités les Noirs aux États-Unis. Et à chaque fois, dans tous les cas de figure, c'est absolument une constante. Il n'y a pas une seule dérogation à ça. Il prend systématiquement la défense des Congolais et d'une manière générale la défense des Noirs. Et ça, c'est pas un constat sur un seul petit 20e sur 50 ans. C'est dans tous les petits 20e et systématiquement. Et il y va très très fort, pas avec le dos de la main morte, comme dirait l'autre, sur justement la façon dont les blancs, américains blancs, traitent les noirs et la ségrégation aux États-Unis. Donc non, il est absolument pas raciste, c'est complètement absurde de prétendre ça. Alors pourtant, moi j'ai relu Tintin au Congo, il y a quand même des passages, ça y en a, Missier Blanc venir et battre Petit Noir, Coco Lee avoir peur et Missier Blanc partir avec l'automobile, enfin c'est quand même un langage petit nègre, hein. Alors est-ce qu'il faut dire que ça venait de l'époque, que Hergé n'a pas été finalement au Congo aussi, il l'a avoué aussi, hein, n'a pas bien mis les pays dans ce pays. Il s'est documenté quand même, mais quand un petit noir écrit au petit 20e, et ça on a la lettre et elle a été reproduite dans le petit 20e, pas reproduite sous forme sous forme dactylographiée, elle est reproduite in extenso la lettre. Il s'exprime exactement comme ça. Il s'exprime comme ça. Donc je dis pas que c'était bien ni mal, peu importe, mais c'est vraiment la façon dont le Congolais s'exprime à l'époque pour communiquer avec les Blancs. Alors c'est vraiment les Blancs, effectivement, qui ont mis ce langage un petit peu, cette espèce de sabir bizarre de résumé de langue française au service des Noirs pour qu'ils puissent communiquer plus facilement avec eux. Mais en fait, ils s'expriment vraiment comme ça. Donc Hergé n'a rien inventé, il utilise le langage qu'utilisent effectivement les Noirs à cette époque-là. Avec le recul, aujourd'hui, en 2023, personne ne penserait qu'un Noir qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs puissent s'exprimer de cette manière-là. Mais c'était le mode d'expression, donc il a rien inventé, Hergé. C'est pas du racisme, c'est une observation, c'est ce qui se passe à cette époque-là dans la société noire au Congo belge occupé. On va continuer à parcourir votre ouvrage, notamment les rapports un peu contrastés de Hergé avec les États-Unis, et puis la guerre aussi, pas seulement celle de 1940. Ce sera juste après une première page musicale que vous nous proposez. C'est Jacques Brel, la chanson de Zorino. Vous nous expliquez ce choix en particulier ? Je trouve qu'il y a une certaine nostalgie dans cette chanson-là et d'une qualité en plus. Imaginez Brel, qui fait Jacques Brel, un des plus grands compositeurs et interprètes belges en l'occurrence, qui sert un dessin animé d'Hergé. Ça fonctionne très très bien ensemble et c'est d'une qualité extraordinaire. Les bandes son des dessins animés qu'on peut écouter aujourd'hui, moi personnellement ça me fait pleurer les oreilles. Donc je trouve ça magnifique. C'est sûr que ça soutient difficilement la comparaison avec Jacques Brel et sa puissance vocale. On va écouter cette chanson de Zorino et puis on se retrouve tout de suite après. Faut
La chanson de Zorino, on disait qu'elle avait un rapport avec Jacques Brel, mais on n'entend pas Jacques Brel chanter, hein, Bob Garcia, on est bien d'accord. C'est pas Jacques Brel qui chante. Une jeune femme, une interprète. Oui. Une composition. C'est tiré en tout cas du Temple du Soleil, hein, si je me trompe pas. Hein, voilà, de l'album Le Temple. Long métrage. Du Temple du Soleil. En tout cas, c'est votre choix. Bob Garcia, journaliste, romancier, auteur de nombreux essais sur la bande dessinée. Et plus précisément Tintin, dont le dernier vient de paraître aux éditions du Rocher. Hergé, les ultimes secrets, qui décortique l'univers d'Hergé à travers des sources inédites, comme notamment les rubriques du Petit 20e où Tintin a fait ses premiers pas. Alors dans votre analyse, après Tintin au Congo, il y a aussi Tintin en Amérique, où le jeune reporter n'est pas franchement le bienvenu. J'aime pas que ce Tintin vienne fourrer son nez dans nos affaires. C'est un adversaire redoutable, c'est pas bon pour le business. Tu vois ce que je veux dire? Ne vous en faites pas, chef, je m'occupe de tout. Tintin ne quittera pas Chicago vivant. Ok. Voilà, réduire Tintin au silence, ordre d'Al Capone lui-même. Alors au-delà de cette guerre des gangs, transparaissent les opinions de Hergé sur les États-Unis. Et le sentiment est ambigu, vous dites, entre fascination et rejet. Fascination et rejet de quoi? Fascination pour les Indiens. Ça, c'est clair. Hergé, lui, est un ancien scout indianiste, comme on disait, c'est-à-dire que cette culture-là, cette philosophie des Indiens, il l'a embrassée, il a adoré ça. Et il est encore, il y a encore des réunions d'anciens scouts indianistes auxquelles il participe, même une fois qu'il est au Petit 20e. Et le rejet, c'est plus cette société de consommation excessive. On voit des villes qui poussent comme des champignons du jour au lendemain. Et puis ces pauvres Indiens, justement, qui sont virés à coups de baïonnettes, là, avec des gens qui ont des baïonnettes au fusil et qui sont virés de leurs réserves tout simplement parce qu'il y a du pétrole en dessous et que des promoteurs essayent de récupérer ce pétrole. Donc voilà, c'est ce côté-là. Et il y a aussi toute la corruption qui fonctionne énormément. Bah justement, la première case, c'est Al Capone lui-même. Non, c'est un gangster lui-même qui a encore le pistolet fumant à la main, une liasse de bifton dans l'autre, et puis il passe devant un policier qui se met au garde-à-vous devant lui. Enfin bon, bref, voilà. À condition d'y mettre l'argent. Ouais, c'est cette image un peu idéalisée de l'Amérique, hein, alors que on est en pleine crise aussi économique, hein, et que Hollywood, vous le dites aussi à travers le Petit 20e, eh bien célèbre sur grand écran des images d'Américains optimistes, heureux de vivre, etc. Alors on a cette espèce d'écart effectivement entre une population richissime et qui roule sur l'or, et ça il y a beaucoup d'articles là-dessus dans le Petit 20e, et à côté de ça des gens qui n'ont pas de boulot, qui se suicident, qui sont et qui connaissent la misère dans la peine, etc. Et aussi ils dénoncent énormément la ségrégation à plusieurs reprises, hein. Notamment il y a un moment donné, il y a un casse dans une banque, il dit il y a la radio, quelqu'un plutôt qui explique aux policiers, on a immédiatement, vous imaginez bien, on a aussitôt pendu 7 nègres, hein. Ça c'est quand même la base. Et puis après, malheureusement, le meurtrier, lui, celui qui a volé, il court toujours. Donc c'est vraiment la caricature de la société américaine à cette époque-là. Il y a toujours un bouc émissaire, qu'il ait fait quelque chose ou pas, c'est pas grave, c'est le noir, en fait. Et ça, Hergé le dénonce très clairement. Dénonciation aussi très virulente du Ku Klux Klan, hein, ce mouvement suprématiste blanc avec ses membres en cagoule, qu'on va retrouver d'ailleurs sous une autre forme dans les cigares du pharaon. Alors une autre grande source d'inspiration d'Hergé, c'est l'actualité et notamment les conflits armés. First pictures of the undeclared war between China and Japan, including the initial horrors of the conflict around Peiping and the ghastly bombings at Shanghai, are rushed from the Orient by Universal Newsreel to give American motion picture audiences. Voilà le début de la guerre sino-japonaise déclenchée en 1937 et qui fera près de 20 millions de morts jusqu'en 1945. On le retrouve dans le Lotus bleu, mais il y a aussi les révolutions sans fin en Amérique latine, entre la Bolivie, le Paraguay, mais aussi le Chili, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, avec changement de régime perpétuel, valse de dictateurs, justice expéditive, ce qu'on pourra aussi découvrir dans L'Oreille cassée. Quel regard jette Hergé sur tous ces conflits, Bob Garcia? Il faut pas oublier qu'Hergé est né en 1907 et que quand la Première Guerre mondiale a été déclarée en 1914, donc il avait 7 ans. Donc déjà capable de comprendre ce qui se passait, ça a quand même duré 4 ans. Donc à la fin de la guerre, il a 11 ans. Il en garde, comme beaucoup de gens de cette génération-là, un traumatisme énorme de la guerre. Et
tout est mieux que la guerre. Tout sera mieux que la guerre. Quand il voit les gens qui reviennent du front, qui sont complètement défigurés, le nombre de morts que ça a généré, etc. Donc c'est un pacifiste absolument convaincu qui va tout le temps, dans toute son œuvre, que ce soit Tintin ou d'autres choses qu'il a pu écrire, il va tout le temps défendre la cause de la paix et être contre la guerre, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et d'ailleurs, pendant la guerre, il va préférer collaborer plutôt que de prendre des armes. Effectivement, ce qui sera sujet aussi de polémique, mais ça on y reviendra tout à l'heure sur différents aspects pendant la dernière guerre de Hergé. Bob Garcia, on va continuer à découvrir ce qui se cache derrière ces aventures de Tintin et puis les publications du journal Le Petit 20e. Mais le jeudi, on a aussi l'habitude de descendre au jardin. Notre expert à la main verte, c'est Pascal Aspe, responsable des jardins au Centre écologique Terre Vivante en Isère. Et aujourd'hui, on va rester à l'intérieur. Ah, mon petit jardin préféré que j'aime tant. J'ai besoin de refaire un potager. La préparation du terrain est primordiale. Tout doux, tout ce jardin. Et bonjour Pascal. Alors d'abord, est-ce que vous êtes un fan de Tintin ? Est-ce que vous avez lu tous ces albums dans votre enfance ? Alors, je crois avoir lu la quasi-totalité des Tintins avec un petit coup de cœur, un gros coup de cœur pour le trésor de Rackham le Rouge. Ah oui, effectivement, c'est un livre qui est un vrai trésor. Alors, on va laisser les albums sur les rayons pour parler jardinage et plus spécialement de soins de printemps à apporter à nos plantes d'intérieur. On va commencer par le rempotage puisque c'est, paraît-il, le bon moment d'y penser. Est-ce que vous confirmez, Pascal ? Ben oui, je confirme parce que ça y est, allez, il fait un petit peu plus soleil, les jours rallongent, les plantes elles vont avoir envie de pousser, dehors comme dedans. Et si on veut, bénéficier un peu de ce regain de printemps dans les plantes d'intérieur, ça va être le moment d'un petit nettoyage, rempotage, bichonnage. Et donc on va s'atteler à préparer le printemps dans la maison. Alors, comment savoir si une plante a vraiment besoin de déménager, à savoir de changer de pot ? Alors, il y a un critère qui va être simple. Le critère numéro 1, ça fait quelques années qu'elle ne pousse plus trop. Et là, on peut imaginer que peut-être elle est à l'étroit dans son pot, ou que du moins elle a un peu faim, et donc ça va être important de la rempoter. L'autre critère, ça peut être aussi, ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas rempotée, il est peut-être temps de changer l'appartement et de voir un petit peu plus grand, parce que forcément, si ça fait 10 ans qu'elle est dans le même pot, elle a grandi, mais si le pot n'a pas suivi, forcément, il y a une disproportion et ça fonctionne pas. Voilà, on prend un petit peu plus grand et surtout on met un terreau de bonne qualité pour que la plante elle ait bien à manger dans le nouveau terreau. Alors est-ce qu'il faut aussi lorsque l'on la transfère lui crêper le chignon, autrement dit réduire un peu le volume des racines ? Ben oui, souvent, vous voyez, le chignon, c'est cette espèce de tournicoton qu'il y a au fond du pot. Quand la plante a été à l'étroit, elle a fait tourner les racines en rond au fond du pot. On appelle ça le chignon. Et effectivement, quand on rempote et qu'on met dans un nouveau pot, c'est intéressant d'enlever une partie des chignons. Et en gros, c'est un signal pour la plante pour lui dire, voilà, ça y est, t'es dans un pot un petit peu plus grand, fais des nouvelles racines et arrête de tourner en rond. Donc oui, on enlève le chignon, mais attention, quand on enlève le chignon, c'est pas la boule à zéro. On garde quand même des racines, sinon forcément, il y aura des problèmes. À quelle profondeur on met la plante dans son nouveau pot ? Est-ce qu'il y a une indication particulière ? Ouais, il y a l'indication, c'est on met à la même profondeur que dans le pot d'avant. Et bien souvent, on a tendance à un peu trop enterrer les plantes et donc on risque de faire des pourrissements au niveau du collet. C'est la jonction entre en gros la tige et les racines. Donc pour être sûr de ne pas l'enterrer trop profond, on la met en gros à la même profondeur que dans le pot d'avant. Donc c'est facile, on a la motte, on l'enterre et on remet du terreau jusqu'à ras de la motte. Et puis j'imagine qu'on arrose le tout, évidemment. Et oui, on arrose le tout parce que qui dit on a enlevé le chignon, on a enlevé des racines, on a mis dans un nouveau pot, il va falloir faire un nouvel enracinement pour nourrir un peu toutes ces jeunes pousses qui vont arriver. Donc bien évidemment, on arrose abondamment et surtout dans les premiers jours, on fait bien attention à ce que la plante ne manque pas d'eau. Voilà donc pour ce rempotage. Alors rapidement, 2 autres conseils. Si on a une plante qui a été bien touffue, qui a bien poussé dans la maison, l'appartement, est-ce qu'on peut la diviser ? Est-ce que c'est aussi le bon moment ? Ben oui, c'est l'exemple type des spathiphyllum qui poussent un petit peu en touffe. Et du coup, on en profite quand on rempote. On divise la touffe en 2 ou en 3. Ça nous permettra de multiplier les plantes, d'en donner aux voisins, aux copains, tout en rempotant. Et on n'oublie pas que quand on coupe les tiges, les plantes ramifient, donc elles deviennent plus denses. Et c'est l'exemple type des poinsettias. On vous a offert des poinsettias avec leur beau feuillage rouge à Noël. Si vous voulez que l'année prochaine, il n'ait pas le syndrome de la girafe, donc à dire monter en hauteur et faire 3 feuilles en haut, on coupe les tiges, on rabat les tiges à environ une dizaine de centimètres. Elles vont y faire de nouvelles ramifications pour que l'année prochaine, au jour de Noël, on ait un poinsettia bien touffu et bien rouge. Eh bien, merci Pascal, l'esthéticien soin fraîcheur du printemps. Et rendez-vous la semaine prochaine pour mettre cette fois-ci le nez dehors. Bonne fin de semaine à vous Pascal. Au revoir. Une jolie plante est une source de joie pour la vue, mes enfants. Il y faudrait peut-être un rien de lumière en plus.
Doudou avec Vincent Bellotti. Et voilà, on prime les conseils de Mary Poppins. Retour sur le plateau de Doudou avec notre invité du jour, Bob Garcia. Pardon. On a entendu parler de jardin. C'est vrai que les fleurs, elles sont bien présentes chez Tintin, avec la fameuse rose Castafiore que le professeur Tournesol met au point dans les bijoux de la Castafiore. Mais Hergé était aussi un passionné de montagne, c'est ce que vous rappelez dans votre livre. Ça se traduit comment dans les aventures de Tintin ? Le Tibet déjà, mais on le voit déjà en train de crapahuter dans les montagnes du plateau des Mille-Pattes, vous savez, dans le objectif Lune, puisque c'est là que le professeur Tournesol a installé sa base de lancement de la fusée là. Et Hergé, on le voit vraiment, oui, avec son sac à dos, et puis Milou qui rechigne derrière lui, il a un petit peu plus de mal à monter, il a mal aux papates, etc. Donc Hergé effectivement était un scout, on l'a déjà dit, et il a lui-même déjà fait ce genre de voyage un petit peu partout. Il y a des tas de photos d'archives où on le voit avec son sac à dos énorme sur le dos et puis ses grosses godasses. Donc c'est c'est vraiment un fan de montagne. Et par la suite, après, quand il a épousé sa deuxième femme qui était Fanny Vlaminck, il envoie aussi à ses amis des cartes postales où on le voit lui en train de crapahuter. Cette fois, c'est Fanny qui est derrière et qui a du mal à le suivre. Pourtant, elle a 30 ans de moins que lui. Voilà la nature qu'on trouvera, et la montagne aussi dans les aventures de Tintin au Tibet. Bob Garcia, tintinophile, auteur de Hergé, Les Ultimes Secrets, c'est paru aux éditions du Rocher. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à en découvrir justement de ces secrets. Tout doux, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti. Et notre invité du jour, Bob Garcia, journaliste, écrivain et auteur de nombreux essais sur l'univers de Tintin, dont le dernier Hergé, Les Ultimes Secrets, qui est paru aux éditions du Rocher. Une belle occasion de découvrir à travers les albums, mais aussi le journal Le Petit 20e, et puis le journal de Tintin également, les influences de son créateur. Alors une autre facette qu'on a aussi mise en avant dans ses aventures, là aussi un petit indice sonore. Ah, mais que je suis tête en l'air. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Mon cher ami Tintin, permettez-moi de vous offrir ce modeste cadeau en souvenir de notre première rencontre. Merci beaucoup, madame. Ah, le Faust de Gounod. Eh oui, le fameux air des bijoux. Ah, j'ai envie de me voir si belle, l'air de Marguerite de Gounod qui vire au cauchemar pour le capitaine Haddock. Alors c'est vrai, Bob Garcia, que les femmes sont pas toujours bien représentées dans l'univers de Tintin quand elles ne sont pas caricaturées comme ici avec la Castafiore. Hergé aurait-il été misogyne, voire même sexiste ? Alors encore une fois, si on résume l'œuvre d'Hergé à Tintin, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes, encore que on en a, disons, compté une cinquantaine. C'est peut-être des petits rôles, des seconds rôles, pas toujours les plus glorieux. La Castafiore elle-même est inspirée d'une femme tout à fait réelle, qu'Hergé connaissait, puisque c'était la mère d'un de ses amis qui s'appelle Charles Launois, et c'est exactement elle. Quand on a comparé des photos de cette dame avec la Castafiore, c'est elle. Et la Castafiore n'est pas forcément à son désavantage dans tous les albums, notamment si vous vous souvenez dans l'affaire Tournesol, c'est elle qui protège Tintin et Haddock en les cachant dans son armoire à vêtements, pendant qu'il y a un nazi qui arrive dans son ou je sais pas, un bordure, on va dire. Un bordure, oui, c'est une allusion au nazisme aussi derrière. Oui, ou au nazisme ou peut-être au régime stalinien. On sait pas trop, mais enfin voilà, il débarque dans dans sa loge et puis elle les cache et elle les sauve finalement. Donc voilà, il y a pas beaucoup de femmes qui ont des rôles prépondérant dans les aventures de Tintin parce que c'est un scout, parce que c'est des histoires d'hommes, parce que c'est l'héritage des aventures qu'on pouvait lire dans Jules Verne par exemple. Il y a une filiation énorme entre Jules Verne et Hergé que j'ai montré d'ailleurs dans un autre ouvrage. Mais par contre, si on regarde le reste de l'œuvre d'Hergé, où il a fait beaucoup d'affiches de publicité pour différentes marques, des voitures, des stores, je ne sais plus quoi, des vitres, je me souviens plus exactement. Là, souvent, il y a une femme qui est représentée qui accompagne la publicité. Et alors là, les femmes qu'il a représentées sont vraiment les, entre guillemets, canons de l'époque. Elles sont absolument superbes, elles sont grandes, oui, filiformes. C'est peut-être des femmes objets, alors peut-être aussi.
Oui, comme maintenant. Oui, comme maintenant. Ouais. Non, mais voilà, mais elles sont pas non plus, elles sont pas non plus à leur désavantage. Il faut dire aussi que dans les aventures de Jo, Z et Joko, il y a une famille, et puis il y a une maman aussi, la mère de Josette, et pas du petit singe, pas forcément, mais enfin qui est quand même bien représentée. La famille est quand même bien représentée aussi dans l'univers d'Hergé. Oui, dans cette bande dessinée là, mais alors c'est une demande effectivement du magazine Cœur Vaillant qui lui avait demandé, on voudrait publier une de vos bandes dessinées, mais pas Tintin, on lui connaît pas de famille, on sait pas de quoi il vit, etc. C'est pas terrible. Créez-nous des personnages avec une famille complète, le papa, la maman, les enfants ensemble, etc. Moyennant quoi les parents jouent un rôle très marginal dans cette série qui n'a pas compté énormément d'albums. Enfin, c'était un travail de commande dont Hergé s'est acquitté volontiers. Juste pour revenir sur le chapitre des femmes, Hergé a aussi collaboré à Votre 20e Madame, qui est moins connu que le Petit 20e, mais qui est un additif du 20e siècle qui sortait tous les lundis et qui était réservé aux femmes. Et Hergé a fait beaucoup de couvertures, ou alors là, cette fois, c'est des gravures de mode, c'est pas des femmes objets, elles sont pas utilisées pour quelque chose de particulier, elles sont dans leur rôle et elles présentent leurs vêtements, leur goût, etc. Et là, les représentations qu'il a fait de ces femmes sont absolument magnifiques. Et enfin, pour refermer cette parenthèse concernant les femmes, il a aussi fait des tableaux. Mais cette fois, ce ne sont pas des dessins, ce sont vraiment des tableaux de maître, c'est le cas de le dire, où il représente notamment sa première femme, qui était Germaine Kikens. Il la présente nue, et les tableaux qu'il a fait de Germaine nue, c'est pas désagréable à regarder. Apparemment, ça vous a laissé pas mal d'émotions. Oui. Oui, mais énormément. J'en suis encore tout bouleversé. Et en tout cas, elle est vraiment belle et super représentée. C'est un ode à son épouse de l'époque. Il y a absolument aucune connotation misogyne dans ces tableaux, bien entendu. Alors, cela dit, il y a un autre sujet qui a suscité pas mal de polémiques et c'est lié à ceci. Le 10 mai, l'attaque aérienne allemande se déclencha. Elle s'abattit sur la Belgique et le petit Luxembourg sans même la formalité d'une déclaration de guerre. Tombant brutalement dans les rues sans défense de Bruxelles, les bombes allemandes furent les premières messagères de la trahison nazie. Puis, tardivement, les manchettes des journaux annoncèrent en lettres de deuil ce que tous savaient déjà. La guerre, l'invasion, la mobilisation. Voilà, la Belgique envahie par l'armée allemande le 10 mai 1940 et le début de l'occupation et la mise du pays sous tutelle. Alors, si Hergé, on l'a dit, était pacifiste, sa position vis-à-vis du fascisme apparaît quand même plus ambiguë. Parce que le fascisme, il promet un ordre nouveau. Et sur cette notion, il est écrit dans le Soir Jeunesse auquel va participer Hergé, qui va prendre la suite du Petit 20e, tout un article qui fait l'apologie de cette restructuration de la société. Je vous cite, il s'adresse à des enfants, tu devines le rôle que tu peux jouer dans cet effort, toi encore à l'école, modestement selon tes possibilités, tu peux aider à faire de la Belgique un pays plus heureux, plus vivant et plus prospère. Un pays, c'est une grande famille et pour que tout le monde soit aussi heureux que possible, il faut que l'ordre y règne, chacun à sa place et chaque chose à sa place. Voilà, ordre nouveau, un concept auquel adhèrent Hergé et ses collaborateurs. Évidemment, ça pose question, ça, Bob Garcia. Évidemment, Hergé préfère tout plutôt que la guerre. Tout. Concilier même, essayer de travailler avec l'envahisseur et puis essayer de construire quelque chose de nouveau. À l'époque, il y croit. Et il n'est pas le seul, il y a tout son environnement qui croit ça, effectivement, qu'un ordre nouveau peut s'établir et qu'on peut imaginer, effectivement, un troisième pouvoir entre l'Europe de l'Est, qu'il a vraiment combattu dans le Tintin au pays des Soviets et l'Europe et l'Amérique qu'il a combattu aussi dans Tintin d'Amérique. L'Europe est pris un petit peu entre le marteau et la faucille, le marteau et l'enclume, si j'ose dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Et il y a peut-être un ordre nouveau à essayer de créer, à essayer d'imaginer. Il y croit. Il n'est pas le seul à y croire et il adhère, on peut dire, à cette époque-là, à cette mouvance. Par contre, il a jamais dénoncé de juifs, il a jamais été, militant de cette cause-là. La seule chose qu'il a pu faire à cette époque-là, c'était de dessiner, de continuer à dessiner et d'utiliser effectivement le soir qui lui offrait la possibilité de continuer ce qu'il avait fait dans le XXe siècle, c'est-à-dire de créer un additif jeunesse qui s'appelait le soir jeunesse,
jeunesse, oui, justement, contrairement au petit 20e, donc le Soir jeunesse, qui a duré le temps qu'il y a eu du papier, puis après il a fallu continuer à publier les bandes dessinées dans les pages du Soir lui-même. Donc lui, il a décidé de collaborer, de continuer, jusqu'au moment où il a compris effectivement que le vent tournait, puis que ça se passait très très mal. Et là, il s'est retiré petit à petit du Soir. Il était plus salarié du Soir, il était prestataire externe. Donc oui, effectivement, il a décidé, il a choisi délibérément de collaborer avec l'ennemi à cette époque-là. Alors, vous parlez d'antisémitisme, et justement, il y a cette question-là, avec une vignette qui a fait beaucoup parler d'elle dans l'Étoile mystérieuse. Il y a deux juifs qui discutent. Tu as entendu, Isaac, c'est la fin du monde. Si c'était vrai, ce serait une bonne buddy de Haver, Salomon, que toi, 50 000 francs, que je dois 50 000 francs à mes fournisseurs, comme ça ne ferait pas, je ne pourrais pas payer. Enfin voilà, j'essaie de lire à la manière un petit peu juive caricaturée cet extrait. Là aussi, c'est une vignette qui sera retirée dans les rééditions de l'album. Hergé anti-juif, vous en pensez quoi? Hergé les juifs. J'en pense que c'est complètement à côté de la plaque. Il a fait un mauvais gag qui est arrivé au mauvais moment, effectivement. Mais dans le petit 20e, dès 1929, dès le début, il y a des gags d'humour juif. Mais c'en est plein. J'en ai repéré à peu près une cinquantaine. Notamment ce gag-là, il existe à peu près dans une version un petit peu différente. Il existe déjà dans le petit 20e. Est-ce qu'Hergé était anti-juif parce qu'il y avait tous ces gags dans le petit 20e? Je ne crois pas, parce qu'en fait, ce qu'il caricaturé à l'époque, c'était le côté apro-gain, argent, etc. Les Juifs sont supposés... D'ailleurs, il le mettait moins plan que les Écossais, au point de vue avaricin. Et c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Et j'ai fait le même comptage en fait avec les gags entre guillemets sur le même thème de l'avarice des Écossais. Il y en a autant. Donc ça veut dire qu'il est anti-écossais ou antisémite, etc. On sait pas trop. Et il y a aussi des banquiers qui sont absolument neutres, qui sont ni juifs ni écossais, ni rien. Et il les épingle aussi de la même manière avec des gags comme ça. Enfin, cela dit, en l'occurrence, ce ne sont pas ses dessins, c'est des dessins qu'il a repris d'autres magazines. Alors, en fait, ce qui se dégage aussi dans votre livre, c'est qu'en fait, il y a un peu deux poids deux mesures. Hergé est plutôt favorable aux juifs, et notamment avec la montée du nazisme, lorsque les juifs sont exclus de la société progressivement. Là, le petit 20e prend parti. Par contre, ce qu'il n'aime pas, c'est le grand complot juif, c'est-à-dire les industriels, les affairistes. Voilà, je crois qu'il y a peut-être cette distinction à faire. Ah, mais il y a deux poids deux mesures, c'est très clair, et c'est exprimé très clairement par lui, par Paul Jamin, par son collaborateur proche Paul Jamin. D'un côté, on prend la défense du faible, toujours, du faible, quelles que soient les bandes dessinées, quelles que soient les époques, etc. On va prendre la défense de l'opprimé contre l'oppresseur, donc on va prendre la défense des juifs contre le nazi. Du peuple, voilà, du petit peuple. Du peuple, celui qui n'a rien, celui qui est persécuté. Il y a même un exemple que j'ai dû remettre dans mon bouquin, je me souviens plus exactement des termes, mais je crois qu'il y a une jeune femme qui est massacrée par sans doute violée, massacrée par des nazis. Et alors là, les nazis sont vraiment dénoncés très clairement dans ce fait d'actualité. En revanche, de l'autre côté, on a peut-être un petit peu aussi aux États-Unis, il y a un amalgame là entre le juif richissime, le banquier richissime et qu'on l'américain. Retrouve d'ailleurs dans l'Étoile mystérieuse où il y a deux bandes qui vont s'organiser, pour aller récupérer une partie de l'Étoile, une partie de pays alliés, puis une autre partie avec l'Amérique, et puis justement des personnages un peu louches qui font référence à des caricatures de juifs et de l'affairisme juif international, enfin tel qu'on le concevait à l'époque. Voilà, alors ça, effectivement, il aime pas du tout. Il le dénonce très très clairement dans l'Étoile mystérieuse, mais il le dénonce aussi dans d'autres albums. Et le nom de Blumenstein qu'on lui a reproché, il apparaît déjà dans 2 gags juifs dans le petit 20e. Donc c'est pas lui qui l'a créé, il le connaissait déjà ce nom-là, même s'il s'en est défendu par la suite. Voilà pour ces mises au point qu'on pourra évidemment approfondir dans votre livre, parce que là on ne fait qu'effleurer une partie de l'iceberg. Alors cela dit, Tintin, c'est pas que des albums, c'est aussi du cinéma. On va en parler dans quelques instants. Doudou avec Vincent Bellotti. Voilà, Bob Garcia. Tintin, on l'a dit, a souvent été adapté au cinéma, mais Hergé a aussi été influencé par le 7e art pour dessiner ses albums. Vous y avez d'ailleurs consacré tout un essai. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples justement de ces influences du cinéma sur la réalisation d'Hergé ?
Le cinéma burlesque déjà, alors là, il a pompé énormément de trucs sur Laurel et Hardy, sur Harry Langdon, sur tous ces précurseurs du cinéma burlesque. Là, il y a des scènes entières de Charlie Chaplin aussi et tant d'autres. Il y a des scènes entières qu'il a réadaptées dans ses bandes dessinées. Et comme toujours, le diable se cache dans les détails, comme on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des scènes, on pourrait nous dire, oui, mais ça, on l'a vu dans 10 000 films, etc. Mais il y a un détail, toujours un petit truc qui fait que il a pas pu l'inventer. Il voit une scène notamment d'un Charlie Chaplin en train de couper en deux, de briser en deux un haltère sur son genou et il prend un demi-haltère pour combattre ses ennemis. L'haltère, effectivement, c'est un faux haltère de foire et il est en bois, il n'est pas du tout en métal. Tintin, dans Tintin en Amérique, prend un haltère en bois, il le casse sur son genou et avec le demi-haltère, il va combattre ses ennemis. Vous voyez, c'est juste ce petit détail-là qui fait que on peut dire qu'effectivement il a vu. Mais s'il y a un film, moi, qui m'a le plus frappé, dont je suis sûr qu'Hergé s'en est inspiré, parce que là il y a au moins, on va dire entre 20 et 30 choses communes entre ce film-là et des détails mais très très précis que l'on retrouve dans plusieurs albums, c'est Die Spinnen, les araignées de Fritz Lang. C'est l'unique film d'ailleurs que Fritz Lang a fait en 2 volets et qui est un scénario de Fritz Lang. Après, ce sont des scénarios de sa femme de l'époque, Thea von Arbo. Mais là, c'est son film à lui. Et Die Spinnen, on voit effectivement une société secrète. On rentre dans les souterrains de cette société secrète par un tronc d'arbre creux, exactement comme Tintin fait dans Les Cigares du Pharaon. Mais il y a des passages entiers qu'on retrouve. Mais alors, graphiquement, je me suis amusé à faire des rimes d'images, comme on dit, c'est-à-dire entre des images tirées du film et des images tirées de l'album. On dirait que c'est décalqué, c'est complètement dingue. Donc Hergé a dû les voir, il a une mémoire visuelle extraordinaire et il reproduit ces scènes-là dans ses bandes dessinées, notamment dans Le Temple du Soleil et dans Le Secret de la Licorne. Alors il y a beaucoup d'explications, d'origines sur les lieux et les personnages qu'on peut découvrir également dans votre livre, Hergé, les ultimes secrets. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de tout dévoiler. Simplement une première question, où habite Tintin? Où est-ce qu'on le découvre, Bob Garcia? 26 rue du Labrador. Alors là, c'est la première fois où on découvre cette adresse-là, c'est dans L'Oreille cassée. Et il se trouve que juste avant, dans le petit 20e, encore une fois, on parle du Labrador. Mais le Labrador, cette fois au Canada. Voilà. Et le Labrador est à vendre. Et on nous dit, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Il ne coûte que 100 millions de dollars. Ça va, alors, si on a un peu d'économie devant soi. Et alors, donc on parle de ce Labrador-là. Et dans une autre nouvelle qu'on voit à peu près à la même époque dans le petit 20e, c'est les petits naufragés du Titanic. Et là, encore, il est question des aventures de chasse dans les forêts du Labrador. Voilà. Donc on peut supposer qu'effectivement Hergé, ce mot du Labrador lui a plu et il en a fait il en a créé une rue qui de surcroît ressemble beaucoup à la rue Terre-Neuve en Belgique, donc à Bruxelles, je veux dire. Donc effectivement, il y a une concordance entre tous ces éléments-là. Alors vous en apprendrez aussi sur Didi, vous savez, celui qui a des propos assez tranchants, qui veut couper la tête de Tintin. Vous saurez aussi pourquoi le docteur Muller, un grand méchant aussi dans les aventures de Tintin, a choisi son nom. Vous saurez aussi d'où vient le vol des bijoux de la Castafiore, qui est tiré vraiment d'un fait réel. Tout ça, je vous renvoie à Hergé, les ultimes secrets. On se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble cette émission. Doudou avec Vincent Bellotti. Je constate qu'il a du succès, c'est vrai, depuis longtemps, ce qui m'étonne encore davantage. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est peut-être parce que chaque enfant peut se projeter lui-même là-dedans? Vous savez qu'on a fait un jour un film à comédien. Au début, on a cherché le petit personnage qui pourrait incarner Tintin. Et on a reçu une lettre d'un petit noir, un jeune noir, disant « Moi, je pourrais jouer Tintin ». Il ne voyait pas la différence de couleur, de peau. Il s'était identifié, en fait, à Tintin. Et c'est peut-être ça une des raisons du succès. Mais les autres, je suis vraiment incapable de les donner. Voilà, Hergé s'expliquant en 1972 sur le succès de Tintin. Comment se fait-il, Bob Garcia, que ces aventures n'aient pas été reprises après la mort d'Hergé, comme c'était le cas pour Astérix, Lucky Luke ou Black et Mortimer ?
Hergé ne l'a pas souhaité, il l'a exprimé très clairement dans son testament. Je ne veux pas que qui que ce soit d'autre reprenne ce personnage-là. Il se projetait dans Tintin, mais il se projetait aussi dans tous les autres personnages. Il disait que Haddock c'était un peu lui, la Castafiore c'était un peu lui, etc., etc. Qui d'autre qu'Hergé aurait pu continuer cette œuvre-là, avec cet humour complètement déjanté qu'il avait? Il ne voulait pas, et je pense qu'il avait raison quand on voit les adaptations d'Astérix. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou non. Enfin, vous pouvez donner votre avis, c'est votre avis personnel, oui. Avis, je trouve que c'est nullissime, ça. Quand on relit, voilà, c'est nul, c'est totalement nul. Ouais. Quand on relit les aventures d'Astérix, je suis en train de les relire en ce moment, ça m'amuse, ça me change un petit peu d'univers. Ouais. Quand on voit l'humour de Goscinny, qui peut transcrire aujourd'hui l'humour de Goscinny? Mais personne, il y a que Goscinny qui pouvait le faire. Alors on voit des petites aventures et ils sont sympas, ils gesticulent un peu, ils vont dans tous les sens, mais il y a le fond, l'âme du truc, il a disparu complètement. Ça n'a rien à voir avec ce que Goscinny a fait au départ. Et ça aurait été pareil pour Hergé, donc je trouve que c'est très bien que ce soit pas repris. En attendant, Hergé, Les Ultimes Secrets, c'est à découvrir aux éditions du Rocher, une vraie mine d'infos à se mettre sous les yeux et relire Tintin peut-être d'une autre manière. Un grand merci Bob Garcia d'avoir été avec nous pour nous avoir fait partager ces coulisses d'Hergé, ses ultimes secrets. Je remercie aussi... C'est moi qui vous remercie, Vincent. Merci énormément. Merci aussi à Pierre Samanos et puis également à Pascal Gauthier, nos deux Dupont de la technique, Dupont et Dupont. Lundi, on aura le plaisir de recevoir Philippe Croison. Alors lui, c'est moins drôle, il a été amputé des 4 membres en 96. Comment est-ce qu'il a su trouver la force de repartir dans la vie après son terrible accident? Eh bien, il le raconte dans un livre, Tout est possible, et on en découvrira les clés avec lui. Je vous rappelle que cette émission, on peut la réécouter sur les sites de RCF et sur le site de Radio Notre-Dame. À tous et à toutes, je vous souhaite un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame, et pourquoi pas en relisant Tintin.